Session 700, mercredi 29 mai 1974. Il n'y a pas eu de session lundi soir, 21h28. Bonsoir. Bonsoir 7. Dictée. Vous devez tout d'abord comprendre ceci, que vous soyez incarné ou non, votre réalité plus grande existe et votre expérience subjective a une envergure bien plus vaste que ce que permet le cerveau physique. Cette expérience subjective indépendante d'une existence corporelle se produit bien sûr pendant que vous êtes une créature établie dans l'espace et le temps. Elle mène une existence non corporelle, parallèle pour ainsi dire que votre cerveau n'enregistre pas. Durant le sommeil, vous êtes dans une zone de connexion où des infiltrations se produisent. Nouveau paragraphe. Les feuilles de route pour des réalités ne se trouvent pas dans l'univers extérieur. Certaines autres civilisations ont expérimenté un type de science différent de celui qui vous est familier. Leurs tentatives de comprendre la nature de la réalité ont connu de succès divers et il est vrai que dans l'ensemble, leurs objectifs étaient différents des vôtres. Ces personnes-là focalisaient leur conscience dans une direction complètement différente. Votre propre comportement, vos coutumes, vos sciences, vos arts et vos disciplines vous sont d'une certaine manière spécifiques, mais ils vous permettent d'entreapercevoir les façons dont diverses combinaisons de capacités peuvent être utilisées pour explorer la réalité inconnue. L'art est tout autant une science, au sens le plus authentique du terme, que l'est la biologie. La science telle que vous la concevez se coupe du sujet qu'elle étudie. L'art s'identifie au sujet. En vos termes, donc, d'autres civilisations considéraient l'art comme une science subtile et le pratiquaient de manière à brosser un tableau très précis de la nature de la réalité, un tableau dans lequel l'émotion et la motivation humaine jouaient un grand rôle. Vos scientifiques passent de nombreuses années à se former si autant de temps était consacré à l'apprentissage d'un genre de sciences différents. Vous pourriez vraiment en découvrir beaucoup plus sur les réalités connues et inconnues. Certains individus se lancent dans l'étude des rêves et travaillent dans les laboratoires du rêve. Mais là encore, il s'agit d'une perception biaisée avec des scientifiques qui étudient les rêves des autres de l'extérieur ou mettent en avant les changements physiques qui surviennent dans l'état de rêve. Le problème est que de nombreux scientifiques ne comprennent pas qu'il y a une réalité intérieure avec insistance. Celle-ci est non seulement tout aussi valide que la réalité extérieure, mais elle en est l'origine. C'est ce monde-là qui vous offre vos réponses, vos solutions et qui pourrait vous révéler bon nombre de feuilles de route existants derrière le monde dont vous faites l'expérience. 21h53. Le véritable art du rêve est une science depuis longtemps oubliée par votre monde. La pratique d'un tel art entraîne l'esprit à un nouveau type de conscience, une conscience qui se sent chez elle, bien établie et assurée. Dans les deux formes,
d'existence. Presque tout le monde peut devenir un amateur comblé et productif dans cette science art. Mais pour s'y épanouir pleinement, il faut des années d'entraînement, une forte motivation et du dévouement. C'est le cas de toute réelle vocation. Dans une certaine mesure, un talent naturel est un prérequis pour un vrai scientifique de l'art du rêve. Cela exige un sens de l'audace, de l'exploration, de l'indépendance et de la spontanéité. Un travail de ce type est une joie. Il y a quelques personnes qui s'y abonnent, mais elles ne sont pratiquement pas reconnues par vos sociétés, car celles-ci n'accordent aucune priorité aux dons particuliers que ce travail implique. Mais le talent existe toujours. Accordez-nous un instant et laissez votre main se reposer. Un pratiquant de cet art ancien apprend tout d'abord comment devenir conscient en termes normaux pendant qu'il est dans l'état de sommeil. Puis, il devient sensible aux différentes modifications subjectives qui ont lieu lorsque les rêves commencent, se déroulent et prennent fin. Il se familiarise avec le symbolisme de ses propres rêves et voit comment ceux-ci sont en corrélation ou non avec les symboles extérieurs qui apparaissent à l'état de veille dans la vie qu'il partage avec d'autres par la suite. J'aurais plus à dire à propos de ces symboles partagés car ils peuvent devenir d'un commun accord des sortes de poteaux indicateurs. Il y a des lieux de rencontre intérieures, des places intérieures servant de points d'échange et de communication interne. Point. Dans un contexte totalement différent, ils sont utilisés pratiquement comme n'importe quelle ville ou n'importe quel marché dans le monde physique. Nous développerons cela plus tard dans le livre. Note ajoutée par la suite, Seth n'a malheureusement pas tenu sa promesse de développer cette idée des lieux de rencontre dans les rêves et de leurs symboles. Notre scientifique de l'art du rêve apprend à reconnaître ces points de corrélation. En fait, ce sont pour ainsi dire des centres d'apprentissage. Les chapitres 9 et 10 de cette parle contiennent beaucoup d'informations sur les rêves. Pour un matériau sur les cours qui ont lieu dans des centres de formation après la mort, voir en particulier la session 537 au chapitre 9, lorsqu'elles sortent de leur corps pendant leur sommeil. Certaines personnes, dont Jane, aident depuis notre réalité ceux qui viennent de mourir à s'adapter à leurs nouveaux environnements dans la session 536. Seth dit aussi « J'avais passé de nombreuses vies à jouer le rôle de guide sous le tutorat d'un autre pendant mon sommeil quotidien. » Beaucoup de gens rêvent qu'ils suivent des cours, par exemple, dans un autre genre de réalité. Que de tels rêves soient
Déformés ou non, la plupart d'entre eux représentent une expérience intérieure valide. Tout ceci, cependant, n'est qu'un début pour notre scientifique de l'art du rêve, car il commence alors à reconnaître qu'il est impliqué dans de nombreux niveaux et types différents de réalité et d'activité. Il doit apprendre à les isoler, les séparer les uns des autres et essayer ensuite de comprendre les lois qui les gouvernent. Ce, ce faisant, il apprend que certaines de ces réalités coïncident pratiquement avec la réalité physique et que à certains niveaux, des événements deviennent physiques dans le futur. Par exemple, alors que d'autres non. Il commence alors à avoir un aperçu des feuilles de route du monde qu'il connaît avec chaleur. Faites votre pause. 22h10. Il s'est juste arrêté pour que tu puisses reposer tes doigts, dit Jane une fois sortie d'une excellente transe. Le rythme de son élocution était moyen. C'est vraiment drôle. Je peux percevoir maintenant encore tout un tas de choses qui sont là et attendent d'être transmises. Mais avant la session, rien. Ce livre est différent. Je dois y entrer d'une façon délibérée, ce qui n'était pas le cas pour les autres. Cette parle est la réalité personnelle. Jane fait claquer ses doigts plusieurs fois. Dans le cours de perception extrasensorielle, cette se manifeste en un clin d'œil, comme il l'a fait plusieurs fois hier soir. Mais pas ici. Pourtant, une fois que ça a démarré, je veux continuer. Reprise à 22h26. Maintenant, vous manufacturez des objets. Il vous a fallu des siècles pour parvenir à votre niveau de réalisation technologique. Il vous semble donc que les objets viennent en général de l'extérieur, car après tout, ne les fabriquez-vous pas dans vos usines et vos laboratoires. D'une certaine manière, on dirait que les tissus artificiels ou synthétiques ne sont pas naturels. Vous les produisez depuis l'extérieur. Pourtant, votre monde est composé de produits parfaitement naturels, d'objets qui émergent presque miraculeusement quand vous y pensez de l'intérieur de la Terre. Vous travaillez un matériau qui est déjà là, disponible. Vous mélangez, transformez et réarrangez ce qui est déjà donné. L'univers physique entier émerge dans l'intérieur et aucune de vos manufactures ne pourrait vous fournir, ne serait-ce qu'un seul objet. S'il n'y avait pas ces matériaux sources apparus bien avant. Le bois, les plantes, toutes les espèces de la terre, les saisons et la planète elle-même proviennent de cet intérieur non identifiable. Les événements physiques ont la même source. 22h35. Accordez-nous un instant. Le vrai scientifique comprend qu'il doit explorer l'univers intérieur et non pas l'univers extérieur.
Il comprend qu'il ne peut pas s'isoler d'une réalité dont il faut nécessairement partie et que procéder ainsi donne au mieux une représentation déformée. En vérité, vos rêves et les arbres derrière votre fenêtre ont un dénominateur commun. Ils proviennent tous deux de l'intériorité de la conscience. Et les arbres rêvent également. Voir la note 1 de la session 698. 22h39. En guise d'analogie, regardez les choses ainsi. Votre univers présent est un rêve partagé par la masse, un rêve tout à fait valide, qui présente la réalité sous une certaine lumière. Un rêve qui est avant tout plein d'essence, créatif, basé non pas sur le chaos d'un air entendu, mais sur un ordre spontané. Pour le comprendre, vous devez cependant accéder à un autre niveau de conscience, un niveau où peut-être le rêve ne semble momentanément plus aussi réel. Là, depuis un autre point de vue, vous pouvez le voir encore plus clairement, comme si vous teniez une photo dans vos mains. Vous pouvez voir en même temps, depuis cette perspective plus large, qu'en fait, vous vous tenez aussi à l'extérieur du contexte du rêve, mais dans un intérieur qui n'est pas visible sur le cliché du fait des limitations de ce dernier. Maintenant, c'est la fin de la dictée. Accordez-nous un instant et nous poursuivrons. Voici un matériau personnel. Tout d'abord, cependant, ce livre va explorer de nombreux domaines très importants et fournir les lignes directrices de nombreux ouvrages à venir. En tant que cette, Jane commence à transmettre 3 pages d'informations la concernant. La session prend fin à 23h02. La plus grande partie du matériau privé de ce soir correspond à ce qui apparaît finalement dans les propres écrits de Jane, tels que Adventures ou bien sa poésie. Il contient également quelques allusions à certains aspects plus généreux de ses attitudes que nous pouvons présenter ici. Rubur a commenté cette et au tout début de son travail sur les rêves. Celui-ci ne pourra pas commencer sérieusement tant que Rubur n'aura pas appris à avoir foi en son propre être. L'appendice 11 contient des extraits de The Wonderworks, le texte que Jane a écrit il y a 15 jours à propos de cette, des rêves et de la création de notre réalité. Dans mes notes relatives à ce texte, j'ai décrit sa récente série de rêves qui d'ailleurs se poursuivent encore. Dans notre cas, à 17, un peu plus tard, Rubur devient presque le matériau qu'il reçoit de moi. Si certaines autres modifications bénéfiques ont lieu ainsi qu'une meilleure compréhension de sa part, nous serons peut-être capables de nous rencontrer à d'autres niveaux de conscience. Dans l'état de rêve, quand il n'est pas en train de coopérer à la production du matériau de notre livre.
Car Jane n'a jamais rencontré Seth face à face, pourrait-on dire, dans un rêve. Tout au plus, lui, est-il arrivé de transmettre pour lui une session dans l'état de rêve, comme elle le fait à l'état de veille. Voici maintenant deux références en lien avec le matériau du livre transmis ce soir. Ces exemplaires, comme l'information sur les rêves donnés ci-dessus, prouvent combien la réalité inconnue et les événements de la vie quotidienne de Jane s'entremêlent. Première, à la fin du matériau transmis à 22h35, Seth aborde l'intériorité de la conscience. Je pense que ces informations font ici écho à celles de Jane, telles qu'elle les a exprimées dans The Wonderworks. Deuxième. Puis juste après 22h39, Seth fait référence au chaos, l'air entendu avec lequel il insiste sur ce mot ne m'a pas échappé. Nous lisons actuellement, Jane et moi, un livre écrit par un biologiste. Il explique beaucoup de choses justes, mais certains passages nous dérangent, notamment lorsque l'auteur décrit la vie comme étant l'opposé de la non-vie, ou qu'il postule comme inévitable un chaos ultime, l'effondrement de notre univers et une répartition finale hasardeuse de la matière. Selon nous, de telles idées sont des projections d'une vision humaine limitée et induisent en erreur. De même, bien qu'ayant grandi chacun de notre côté, Jane et moi avons tous deux délaissé petit à petit les idées scientifiques conventionnelles selon lesquelles la vie serait apparue par hasard. La nature émotionnelle de nos activités créatrices nous a amenés à remettre cette théorie en question. Aujourd'hui, nous pensons qu'elle n'est pas exacte, même selon les critères de la science ordinaire. Le chaos du biologiste n'est pas non plus la même chose que l'imprévisibilité dont parle Seth. Comme il l'a dit dans la session 681 de la partie 1, la science aime penser qu'elle a affaire à une action prévisible. Cependant, elle perçoit une si faible quantité de données que la grande imprévisibilité intérieure de tout atome, molécule ou onde n'est pas apparente. À ce propos, nous suggérons au lecteur d'étudier en particulier le matériau que Seth a donné dans la session 681 de 22h à 22h36.